le Soudan peine à relancer son économie. La liste noire de Washington constitue un véritable blocage. Attentat à la bombe de 2017 en Somalie. Les survivants se rappellent le drame comme si c'était hier. Et il sera aussi question dans ce journal du dernier poilu sénégalais de la Première Guerre mondiale. Ce sera avec le témoignage de sa famille. Dans le nord du Sénégal. C'est dans cette modeste case qu'a vécu jusqu'à sa mort le dernier poilu sénégalais. Abdoulaye Ndiaye a combattu pour la France dès le début de la Première Guerre mondiale. Il est parti au front dès 1914. Il raconte son voyage de Dakar où ils ont reçu une instruction militaire sommaire au camp de Thiaroye. C'est là qu'ils ont reçu les premières instructions sommaires militaires pour quelqu'un tiré de sa brousse et qui va être soldat. Abdoulaye Ndiaye a tout juste 20 ans quand il est envoyé sur les fronts de la Somme, au chemin des Dames ainsi qu'à Verdun. Il est grièvement blessé durant les combats. À la fin de la guerre, il est renvoyé au Sénégal avec une modeste pension et un pass SNCF qui ne lui servira jamais. Ce que je sais, c'est qu'il était honoré d'avoir accompli une tâche, c'est-à-dire combattre sur le terrain militaire avec tous les rigueurs de la guerre, la mort, etc., de l'avoir fait pour la France, mais aussi de l'avoir fait pour honorer son père et ses frères. Abdoulaye Ndiaye est décédé quelques heures avant de recevoir la médaille de la Légion d'honneur à l'âge de 104 ans. C'était en 1998. Elle lui a été remise à titre posthume. Tout ce qu'il gagnait, il le redistribuait. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé beaucoup. Quand il recevait sa pension, il la partageait avec les autres dans la matinée. En guise de dernière volonté, il avait demandé à la France de faire un geste pour son village. La piste des tirailleurs a été inaugurée en 2002. Aujourd'hui, sa famille demande juste à ce que cet héritage soit entretenu. Au total, 17 recours ont été introduits auprès du Conseil constitutionnel du Cameroun par des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre. Ces candidats, qui dénoncent des irrégularités qui auraient émaillé le scrutin, demandent son annulation totale ou partielle. Parmi les plaignants figure Joshua Oshi, candidat du Social Democratic Front, qui plaide pour une annulation totale du scrutin. Il justifie sa demande par une kyrielle d'irrégularités qui, de son point de vue, mettent à mal l'unité nationale et compromettent durablement la sincérité de cette élection. Quant à Maurice Kanto, candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il demande l'annulation partielle des opérations électorales dans les bureaux de vote des régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, mais aussi de l'Adamawa, du nord, de l'extrême nord, de l'est et du sud. Raison évoquée s'agissant des régions anglophones, la crise sécuritaire qui dure depuis 2 ans ne permet pas de respecter les règles d'organisation d'une telle élection. Les 15 autres recours déposés auprès du Conseil constitutionnel concernent l'invalidation des résultats obtenus par le candidat Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans tout le pays et dans la diaspora. Ces recours ont été introduits par 2 recourants dont les candidatures à cette élection avaient été recalées par le Conseil constitutionnel. L'examen de ces recours doit être épuisé avant la proclamation des résultats de cette élection, attendue pour le 22 octobre au plus tard. La gouvernance talon ne peut plus être défendue.
Nous sommes allés à la mouvance pour faire des propositions, changer de méthode, aider à réaliser ce Bénin dont nous rêvons, afin qu'à mi-chemin, le bilan puisse être reluisant, de sorte que nos collègues de l'opposition accompagnent entre griffes, nos collègues entre griffes de l'opposition accompagnent notre choix, notre méthode. Nous nous sommes mordus les doigts. La doctrine du parti des valeurs républicaines est désacralisée par le chantre de la rupture qui s'embourbe. Nos femmes et les petits commerçants cassés n'ont jamais été relogés malgré nos multiples propositions. Nous avons proposé au gouvernement de reloger les femmes, mais ils ont fait sourd oreille. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, de cautionner de telles gouvernances. Le coût de la vie devient de plus en plus cher et les taxes augmentant de façon exponentielle. Le Béninois est traqué économiquement. Les frais de passage des postes de pesage et de péage sont passés au double. Les véhicules taxés, les frais de délivrance des actes administratifs, allez dans l'autre tribunal, vous allez voir. Les frais de délivrance des actes administratifs dans les tribunaux sont passés du simple au triple. Que devient le Bénin sous Patrice Talon? Une république des princes. Sommes-nous tentés donc d'affirmer? Ou seuls ceux qui sont dans les grâces de la famille royale ont droit de citer? Nous n'acceptons pas cela. Le PVR jette l'éponge et se rallie à l'opposition. C'est une étape importante dans la lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants, mais beaucoup d'autres restent dans les rangs d'autres groupes armés, qu'ils soient en situation de combat ou d'appui, a déclaré Perdile Ironside, représentante adjointe de l'UNICEF au Nigeria. Dans son rapport annuel de 2017 sur les enfants et les conflits armés, l'ONU avait affirmé qu'au moins 228 enfants, dont certains de moins de 9 ans, travaillaient pour la Civilian Joint Task Force, la CJTF. Mais depuis que le plan d'action commun a été signé l'an dernier, les responsables de la CJTF ont lancé un travail de recensement au sein de ces structures sur le terrain. Au total, selon l'UNICEF, 1469 enfants, dont 1175 garçons et 294 filles, ont été identifiés dans la seule ville de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno à l'est du Nigeria. L'insurrection de Boko Haram a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Les enfants ont été particulièrement touchés par le conflit, durant lequel enlèvements et recrutements forcés se sont multipliés, tout comme les attaques contre les écoles, symboles de l'éducation occidentale, honnies par les djihadistes. Selon l'ONU, au moins 3 900 enfants ont été tués et 7 300 blessés dans le nord-est du Nigeria entre janvier 2013 et décembre 2016. Boko Haram a également eu recours aux enfants à de nombreuses reprises pour commettre des attentats dans la région. L'espoir suscité au Soudan par la levée des sanctions imposées par Washington a été de courte durée. Une année après cette levée, le pays peine encore à relancer son économie. Des centaines d'usines ont fermé, tandis que les entreprises étrangères qui cherchent à soutenir de bons projets dans le pays ont une marge de manœuvre limitée en raison de la frilosité des banques et des institutions internationales. Nous avons licencié plusieurs ouvriers et réduit le temps de travail. Notre usine ne fonctionne à présent que 8 heures au lieu de 24 heures, ce qui signifie qu'il n'y a plus qu'une rotation au lieu de 3. Pour les chefs d'entreprise soudanais, cette situation est principalement due au fait que le Soudan figure encore sur la liste des États soutenant le terrorisme. Retirer le Soudan de cette liste serait, selon eux, un signal fort pour dire aux investisseurs étrangers de soutenir le pays. C'est dans l'intérêt de Washington et de Khartoum de dépasser cet énorme obstacle. Malheureusement, les États-Unis déplacent l'objectif tellement de fois qu'il est difficile de trouver une solution définitive.
Pour sa part, le chargé d'affaires de Washington à Khartoum soutient que le Soudan a encore du chemin à faire pour se voir retiré de la liste noire des États-Unis. Pour les États-Unis, la chose la plus importante à faire, c'est d'arriver à un point où l'on peut retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme. Sans cela, nous sommes très limités dans ce que nous pouvons faire pour inciter les entreprises à prendre leurs propres décisions commerciales rationnelles. Pour rappel, Washington avait placé le Soudan sur la liste noire des États soutenant le terrorisme en 1993, en l'accusant d'appuyer des groupes extrémistes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, avait vécu dans le pays entre 1992 et 1996. Un nombre indéterminé de personnes sont portées disparues dans cet incident. Les circonstances exactes dans lesquelles s'est produite la catastrophe qui a touché jeudi la localité de Boukalassi, au pied du mont Elgon, restent pour l'heure peu claires. Jeudi, la Croix-Rouge ougandaise a évoqué un immense glissement de terrain. Le président ougandais Yoweri Museveni a également déploré sur Twitter des glissements de terrain provoquant le chaos dans le district de Boudouda, tuant un nombre de résidents qui reste à déterminer. Selon certaines sources, la catastrophe a impliqué une rivière qui est sortie de son lit et dont l'eau boueuse a balayé un marché à Boukalassi. Boukalassi se situe dans le district de Boudouda, au pied du mont Elgon, une zone vulnérable au glissement de terrain, notamment en raison de la déforestation de la région au profit de zones cultivables. En mars 2010, au moins 100 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain dans cette région. En 2012, des glissements de terrain avaient détruit 3 villages. Des efforts du gouvernement en vue de déplacer des habitants de zones vulnérables au glissement de terrain ont jusqu'à présent rencontré la résistance des populations. Des systèmes d'alerte aux inondations et glissements de terrain ont été mis en place dans la région, mais les réponses à ces alertes ont jusqu'à présent été inefficaces. Nous avons atteint le cap des 200 cas. Les chiffres à date sont de 200 cas d'Ebola dans le Nord Kivu au cours de cette épidémie, parmi lesquels 165 sont confirmés et 35 probables. 20 membres du personnel de santé ont contracté le virus jusqu'à présent. Cette 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord Kivu. L'OMS a constaté une augmentation du nombre de cas ces dernières semaines, surtout dans la ville de Beni, devenue l'épicentre de l'épidémie. Mais la riposte est compliquée par la situation sécuritaire au nord de Beni, fief du groupe armé ADF, qui massacre des civils. Il y a des attaques et il y a des violences entre le gouvernement et les groupes rebelles qui ne visent pas directement les personnes qui répondent à l'épidémie d'Ebola, mais qui empêchent les équipes de fonctionner à 100%. Il est clair qu'en ce qui concerne la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, nous n'utilisons pas de groupes militaires, de groupes armés ou de protection pour faire notre travail. Donc cela n'arrive jamais. Cela ne fait pas partie de notre modus operandi et nous n'y ferons pas appel. Nous allons faire de notre manière, en nous engageant auprès des communautés, créer un espace humanitaire pour cela et construire un lien de confiance entre les communautés, trouver les moyens de se faire accepter. Les autorités ont annoncé depuis des mesures contre les agressions des personnels de santé, avec la possibilité pour les équipes de riposte de faire appel aux forces de l'ordre pendant les prélèvements et les enterrements dignes et sécurisés.